Salut à tous, c'est Guillaume de Digital War Valley. Je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, ce nouveau Digitalk. Aujourd'hui, on va parler des ERP avec Pierre et Sébastien à qui je vais passer la parole pour se présenter et nous expliquer de quoi il s'agit. On rentre dans le vif d'un sujet un peu technique aujourd'hui. On va parler gestion d'entreprise. Gestion de projet, mais pas que aussi, hein, data, pas mal de choses. L'idée, c'est de pouvoir brosser un portrait assez large des ERP, à quoi ça sert, à quel moment on en a besoin, qui en a besoin. À ce sujet, je vous ai mis 2 sondages dans la catégorie sondage que vous avez normalement en bas à droite. Et donc, vous pouvez répondre en live aux 2 sondages. Il y en a un sur votre outil de gestion aujourd'hui dans votre entreprise et un autre pour connaître le type de structure que vous représentez, la taille de la structure. Ça va permettre à Pierre et à Sébastien d'orienter en fait leurs explications, citer des exemples, des cas d'usage qui soient cohérents avec les habitudes que vous avez, avec les situations que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Voilà, on va démarrer plus concrètement ce live. Pierre et Sébastien, je vais vous laisser la main et puis vous commencez par vous présenter. Vous êtes tous les deux membres de Digital War Valley. Vous avez des activités chacun de votre côté professionnellement. Donc je vais vous laisser vous présenter, puis après embrayer tout simplement sur la présentation. Je vous invite à vous, auditeurs, auditrices, je vous invite à poser vos questions dans la partie questions. Ceux qui sont habitués connaissent bien, il y a un onglet questions en bas à droite, vous pouvez poser vos questions et on s'en servira pour orienter bien sûr la présentation. Voilà, je me tais. Pierre, Sébastien, c'est à vous. Merci. Ben, je vais commencer. Donc, bonjour, Pierre Soulette, fondateur de WeLabs. Donc, on est une agence web à Orléans. On fait tout ce qui est donc, développement d'applications mobiles, intégration et développement d'ERP, donc notamment Odoo en termes d'ERP, et puis éventuellement du développement complètement spécifique sur des projets un peu plus particuliers pour les entreprises. Très bien. Alors, de mon côté, Sébastien, moi je suis ingénieur de formation. Aujourd'hui, je suis gérant de la société SBO Solutions, basée à Tours. Je suis intégrateur conseil en ERP. Aujourd'hui, j'ai 6 ans de passé industriel et plus de 10 ans dans l'intégration de solutions. Tout comme Pierre, j'intègre le même logiciel qui s'appelle également Odoo, qui est un ERP. Voilà, donc intégration, on va en parler, on va le détailler aujourd'hui. On va voir que ça représente à la fois toute la partie développement, toute la partie installation et conseil. Voilà, Pierre, je te laisse la main pour démarrer. Oui. Donc effectivement, aujourd'hui, on a préparé un guide bon, plutôt niveau débutant, dans le sens où aujourd'hui, on va vraiment dégrossir les choses parce que c'est une méthodologie, c'est un univers qui finalement est assez complexe, il faut avoir des bonnes méthodes. Donc voilà, c'était un peu l'idée de vous faire un guide de survie pour être capable déjà de choisir son ERP pour ensuite aller à l'implémentation. On s'est présenté, vous avez vu. Donc, déjà, on va définir ce que c'est un ERP. Ça veut dire en anglais Entreprise Resource Planning. En France, excusez-moi pour l'accent. En français, c'est PGI, donc Logiciel de gestion intégrée. Voilà, c'est des termes qu'on va rencontrer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés fonctionnent avec un ERP. C'est un outil qui finalement va permettre de rationaliser les processus de l'entreprise pour gérer sur une seule base de données avec différents modules en ayant vraiment une gestion complètement intégrée. Ouais, si je complète un petit peu, Pierre, là-dessus, donc le terme français est un petit peu plus parlant, logiciel de gestion intégrée, puisqu'il parle de intégrer. Intégrer, voilà, ça veut dire qu'avec un même logiciel, on va pouvoir gérer l'ensemble de nos opérations de l'entreprise. Voilà, donc on va voir le pourquoi et le pour qui maintenant. Alors effectivement, voilà, pourquoi est-ce qu'on
va avoir besoin, pour quelle fonctionnalité est-ce qu'on va avoir besoin d'intégrer un ERP, bah, on voit, il y a vraiment énormément de domaines. On va dire tous les métiers de l'entreprise, d'une entreprise peuvent être concernés et c'est ce qui est intéressant de l'ERP, c'est que ça fonctionne par module. Donc finalement, vous n'avez pas besoin de prendre un ERP, complet où il y a, des fonctionnalités dont vous ne vous servirez pas. L'idée, c'est vraiment, d'utiliser à son maximum, toutes les fonctionnalités de chaque module. Donc ça couvre, de la vente, la facturation, la comptabilité, la gestion des livraisons, la gestion des stocks, donc qui, souvent est assez complexe. Ça permet pour une entreprise de service de faire de la gestion de projet. Heu, voilà, ça peut gérer un point de vente, votre site web, l'e-commerce, enfin voilà, vraiment toutes les facettes de la société sont aujourd'hui, intégrées dans l'ERP. En effet, alors je complète à nouveau, vous allez voir, ça va être notre balle de rebondissement ici dans ce webinaire. Ce qu'on voit ici, hein, alors pour la petite histoire, les ERP, c'est pas très nouveau, hein, ça a vraiment émergé dans les années 90. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en 2022, les ERP vont beaucoup plus loin et vont jusqu'au site web, jusqu'à la partie marketing. Donc c'est vraiment l'objectif de l'intégrer. J'ai un même logiciel et je gère vraiment toute mon entreprise et toutes mes données sont centralisées. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de comprendre pour qui sont faits les ERP. Donc effectivement, voilà, en gros, un ERP, ça peut être pour tout le monde. Je dis bien ça peut être, parce qu'il y en a aujourd'hui qui fonctionnent sur Excel, il y en a qui fonctionnent avec, bah, on le voit dans le sondage, mais différents, différents outils. Ça peut être un ERP et Excel ou, d'autres logiciels. Ça va vraiment dépendre, je dirais, de votre besoin aujourd'hui et de votre maturité. C'est notamment ça qui est intéressant, c'est à quel stade du développement d'une entreprise, est-ce qu'on peut avoir, besoin ou envie d'intégrer un ERP? La réponse à ça, elle est pas évidente. Finalement, ça dépend. Un entrepreneur tout seul qui a des grosses missions de gestion de projet, il peut avoir besoin, d'un ERP pour, gérer, bah, finalement les projets pour ses clients. Un artisan peut avoir, si, sa facturation est trop chronophage ou, pas assez simple, il peut avoir également besoin d'un ERP. Ça peut être aussi, une structure où ses logiciels, donc c'est une structure bien établie qui, a déjà une vingtaine, trentaine d'années et son infrastructure, bah, commence à devenir obsolète. Elle a besoin finalement, bah, pourquoi pas que ses commerciaux puissent de l'extérieur avoir accès aux données de l'entreprise, et continuer à simplifier un peu ses flux. Bah, c'est le moment, peut-être de mettre un nouvel ERP, en place. Donc en effet, si on regarde un petit peu dans le sondage là, sur les réponses au niveau du pour qui, on va adapter un petit peu. Voilà, on est à plus de 50% de TPE au niveau de l'auditoire. C'est souvent le cas, hein, TPE, PME, les grandes entreprises sont généralement équipées d'un système ERP. Ils ont une équipe qui gère cette partie-là. C'est un peu moins le cas dans les TPE, PME et bah, justement, ça confirme en tout cas ce que l'on observe dans les TPE, PME, c'est souvent une combinaison de différents outils, dont Excel, donc potentiellement un ERP qui souvent gère la comptabilité. Il reste assez rare aujourd'hui quand même d'utiliser le papier crayon pour envoyer pour expédier nos marchandises et faire les BL. Voilà, on le fait encore avec du Excel et du Word en combinaison pour certains. Mais voilà, alors le fait d'avoir une combinaison de différents outils, bah, vous allez peut-être le confirmer dans le chat, dites-le. Bah, souvent, c'est l'interaction entre ces outils-là qui est assez compliquée à gérer au quotidien. Et c'est là où le RP en fait peut vous apporter une solution. On verra que c'est pas la seule solution, mais en tout cas, c'est son vœu à la solution ERP. En fait, il faut voir l'ERP comme, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est une base de données, où on a, plein de modules qui vont s'intégrer autour et où toutes les données vont communiquer, entre elles et nativement. Donc l'idée après effectivement, bah, à quel moment est-ce qu'on en a besoin dans son développement et comment, bah, surtout l'exprimer et puis identifier les besoins.
c'est effectivement une étape qui est importante, c'est la préparation et de savoir auditer, de savoir schématiser, de savoir vraiment fixer ce qu'on veut dans le RP. Donc ça va passer par plusieurs étapes pour exprimer son besoin. Déjà, l'idée, ça va être d'auditer l'existant, de savoir ce qui fonctionne aujourd'hui, de connaître tous les flux métiers qu'il y a dans l'entreprise, donc de la facturation, de la partie livraison, la partie fabrication s'il y en a, la partie commande. Donc voilà, tous ces flux-là qui sont souvent chronophages et qu'il faut bien suivre. Voilà, en effet, on a un petit slide d'expression du besoin. C'est une petite roadmap pour vous. Ça va vous permettre un petit peu d'identifier et de qualifier cette partie-là. Vous avez une problématique, peut-être une combinaison de différents outils qui ne fonctionnent pas bien entre eux, différentes bases ou autres. Vous sentez avoir besoin d'un ERP, donc on va commencer par ça. On va aller gérer notre existant, on va gérer nos flux métiers. Et ainsi de suite. Moi, pour la petite anecdote, hein, je donne des cours de solutions ERP en école d'ingénieur et je commence toujours mes cours par le tracé des flux métiers avant même de parler de ERP. Ça va être vraiment votre première étape. Voilà, on va voir que sur cette partie expression du besoin, on va regarder un petit peu sur l'identification. On va faire un petit focus sur la partie identification. On va voir pourquoi on en a besoin et on va retomber un petit peu sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Tiens, Pierre, je te donne la main sur les raisons. Pour identifier les besoins, donc ça, c'est une étude qui a été faite par Microsoft en 2017 sur quelles sont finalement les raisons pour lesquelles aujourd'hui une entreprise implémente et adopte un nouvel ERP. Donc, on le voit, il y a 5 raisons qui émergent. Si jamais vous reconnaissez dans l'une d'elles, c'est que c'est peut-être le moment d'y réfléchir. C'est effectivement donc, tout ce qui va être intégration des processus. Donc, c'est rationaliser en fait ces processus. Rationaliser, ça veut dire n'avoir qu'un seul flux ou avoir un flux qui est fluide finalement quand on va traiter une donnée. La résolution des problèmes de traitement de commande, donc c'est faciliter finalement tout ce qui va être suivi entre les commandes clients, les commandes fournisseurs, et vraiment avoir un lien jusqu'à la facturation ou la pause ou l'exécution de la tâche. Il y a l'obsolescence matériel logiciel. Donc souvent, une entreprise, effectivement, elle a un ERP qui a été installé ou elle a un logiciel qui a été installé sur son serveur, sur son ordinateur, mais qui n'est pas connecté, qui n'est pas disponible en ligne ou à distance, et elle a besoin aujourd'hui de ces nouvelles fonctionnalités. Les erreurs de données. Donc très souvent, on a beaucoup d'entreprises, donc ça va de la petite à la très grosse, où quand ils ont une commande d'un client, ils saisissent à la main une fois, et puis ensuite derrière, ils ressaisissent à nouveau pour passer la commande au fournisseur, et puis à nouveau, faut refaire la facturation, donc troisième saisie. Et en fait, ça, c'est vraiment un risque d'une part de doublon, d'erreur. Quand on a des fichiers Excel, des fois, on a différents fichiers Excel avec différentes coordonnées, différents interlocuteurs. Et donc voilà, ça évite les erreurs de saisie, de doublons, qui des fois peuvent poser des problèmes en termes de comptabilité à la fin de l'année si on a fait une erreur. Puis pour la gestion des stocks, c'est un outil magique qui permet vraiment d'avoir une vue et puis de gérer ses stocks, soit en termes de quantité, d'approvisionnement également, de manière quasi automatique. Je me permets de prendre juste la question de Denis. Je pense que c'est surtout pour toi, Sébastien. Tu parlais de tracer les flux métiers. Comment ça s'organise? Parce que j'imagine que ce n'est pas papier-crayon, peut-être. Alors, on peut démarrer avec du papier-crayon. Et là, il n'y a aucun problème avec ça. En fait, on va s'organiser avec surtout de l'audit interne, en gros, de l'interview des différents utilisateurs. Et pour tracer les processus aujourd'hui, l'outil le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le BPMN, donc qui est une notation de Business Process Management.
Cet outil, alors je vous invite à aller vous renseigner, Google est votre ami là-dessus. On va pas détailler aujourd'hui dans le webinaire, sinon on y est encore ce soir. Voilà. Donc avec le BPMN, ça se comprend très très rapidement. Ce sont des schémas qui permettent de tracer les processus et de les activer derrière et de comparer avec les processus d'un nouvel ERP. Il y a des ERP qui ont également leur BPMN déjà tracé là-dessus. Après, un outil qui existe pour le faire et schématiser assez simplement, moi j'en utilise un qui s'appelle Lucidchart, pour être dans le concret, qui est vraiment très simple d'utilisation et qui permet de faire ses flux métiers. Ça demande un petit peu de technicité de savoir le faire. Après, l'outil en lui-même est vraiment très très simple. Lucidchart, je peux vous mettre le lien dans le chat. Super, merci pour votre réponse. Très bien. Tiens, je te laisse mettre le chat. En effet, Lucide permet plein de tracés différents et le BPMN en fait partie. Voilà, je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est très intéressant en termes d'exécution. Donc, la question ici, c'est on se reconnaît dans ces 5 raisons. On sent qu'on a besoin d'un ERP, donc c'est bien. Maintenant, on arrive dans cette jungle-là, dans cette machine-là. Comment on va retrouver l'information, à qui on va s'adresser, quels sont les différents acteurs dans ce monde magique, si je puis dire, des ERP. Voilà, Pierre, je te laisse nous dire où on trouve l'info. Alors, où on trouve l'information? Souvent, déjà, on commence, quand on cherche une information, à demander à Google. Aujourd'hui, je pense qu'on fait 95% cette démarche-là en premier. Donc, quand on va taper ERP sur Google, on va se retrouver avec plein d'acronymes, plein de mots nouveaux, si on n'est pas au fait de ce domaine-là. Donc, on va retrouver CRM, qui, en fait, le CRM, c'est assez connu, et finalement, ce n'est qu'une brique de l'ERP. Le CRM, c'est pas un ERP, c'est vraiment ce qui va permettre de gérer les clients, la facturation et la vente uniquement. On ne va pas avoir de notion de production. C'est une brique de l'ERP. On va avoir les termes MRP qui vont ressortir, PLM, SRM, APS, SIRH, enfin voilà. Je vous en passe, il y en a une bonne trentaine qu'on retrouve. C'est une très jolie map. Voilà, on se retrouve avec plein d'acronymes. On a cet acronyme ERP déjà. On n'est pas forcément habitué, mais on va se retrouver avec plein d'autres acronymes. Et on se dit, c'est différent, pourquoi, comment. Et là, typiquement, globalement, l'ERP, ça va être votre colonne vertébrale. Et puis, on va dire que les modules de l'ERP ont leur petit nom parce que certains développent que une partie des solutions métiers. Donc notamment la CRM pour la gestion de la relation client, c'est un outil de commerciaux. Juste un petit aparté là-dessus, si on va chercher en fait des outils du marché de type CRM par exemple, c'est parce que on a notre principal cœur de métier, ça va être du CRM. On n'a pas forcément un besoin ailleurs. Le RP couvre déjà notre CRM, donc on a besoin de quelque chose de très spécifique. On ira chercher un CRM très particulier, très spécifique. C'est la même chose pour les autres acronymes. On ne va pas tous les détailler aujourd'hui, mais en tout cas, on est à dispo pour y répondre. Pour en discuter. Donc ensuite, où trouver de l'information? Du coup, là, on se retrouve dans un écosystème où, une fois qu'on a fait la recherche, on va voir qu'il y a plusieurs personnes à même d'intervenir. On va avoir donc les éditeurs, les intégrateurs et les consultants indépendants. On va faire un petit focus sur les éditeurs. On a mis, je dirais, les plus connus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a, entre guillemets, 2 types d'éditeurs. On va avoir les éditeurs qui sont open source. Donc là, il y en a un, c'est Odoo, qui permet en fait d'accéder au code et de personnaliser éventuellement le RP. Parce que vous pouvez avoir des besoins dans votre ERP qui ne sont couverts par aucun logiciel. Et du coup, il va falloir faire ce qu'on appelle du développement spécifique pour vraiment s'adapter. Je vais me permettre un chiffre, Pierre, là-dessus. En gros, ce qui est communément appelé, alors certains dépassent, mais on retombe dans le Pareto. C'est du 80-20, c'est-à-dire 80% du standard de l'ERP généralement répond à nos besoins et on a toujours 20% de spécifiques. Il ne faut pas
n'ayez pas ce vœu pieux de dire je vais utiliser l'ERP à 100% dans le standard. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Voilà. Sachant que finalement, après, c'est une autre façon de voir les choses, c'est se dire, je vais adapter ma façon de faire. Aujourd'hui, je fais comme ça, certes, j'ai une solution. Il y a toujours un moyen dans l'ERP de faire la même chose, mais différemment. Et ça, effectivement, ça va passer par la... C'est l'objectif de rentrer dans les 80%, justement, parce que certains sont à 50-50. Ou à 80-20, mais dans l'autre sens, donc d'où la pertinence de l'ERP dans ces cas-là. On va avoir également donc à qui demander pour l'information. Donc on va avoir les intégrateurs. Donc ça, c'est notre métier aujourd'hui avec Sébastien. Le but de l'intégrateur, il est multiple. Il va déjà être là il va avoir des objectifs qui vont être de conseil, c'est-à-dire faire une analyse aujourd'hui de vos processus, vous accompagner éventuellement dans la rédaction d'un cahier des charges, dans l'audit, parce que ce n'est pas forcément une tâche évidente. Ça mobilise des ressources en interne aussi, ce temps finalement de recherche et de connaître les flux métiers, c'est du temps qu'un salarié ou qu'un dirigeant d'entreprise va devoir passer sur cette tâche. Donc, c'est aussi le rôle de l'intégrateur d'accompagner là-dessus. Et puis, il va avoir des missions concrètes et fonctionnelles. C'est lui qui va intégrer les processus, éventuellement adapter l'ERP ou vous aiguiller pour adapter votre façon de faire à l'ERP. Reprendre toutes les données existantes, parce que le but, c'est d'avoir quand même une certaine continuité dans votre activité. Et voilà, donc il va paramétrer l'ERP, ensuite vous former et vous accompagner dans son quotidien dans l'utilisation. Tiens, je ne sais plus si tu reviens au slide principal, là, je crois, oui, avant de vous trouver l'info. Voilà, si je vais apporter une petite, voilà, un petit résumé ou un petit focus sur ces différents acteurs que l'on retrouve. Consultant indépendant, intégrateur, éditeur, qui sont les trois vraiment que l'on va retrouver. Consultant indépendant, ça va être des personnes qui vont faire plutôt de la maîtrise d'ouvrage ou d'œuvre là-dessus. En fait, ils vont plutôt être indépendants de toute solution et vous conseiller sur, par rapport à vos processus métiers, qu'est-ce que sera la meilleure solution pour vous. Donc, c'est souvent des personnes qui vont intervenir avant, en amont de votre intégration et en amont de votre choix de solution ERP. Côté éditeur, on a des éditeurs purs et durs qui font juste du développement de ERP, mais qui ne font pas l'intégration, donc qui ne mettent pas en place, ou très peu, ou alors que pour des grands comptes. Et du coup, on a également des éditeurs intégrateurs qui, eux, développent le logiciel, l'intègrent, l'installent pour vous, développent les spécifiques pour vous, mais ne travaillent pas avec un réseau d'intégrateurs. Ils sont assez rares, mais il y en a quelques-uns là-dessus. Et les intégrateurs qui souvent, en fait, ne vont pas être mariés qu'avec un seul ERP, vont avoir plusieurs cartes d'ERP et vont se spécialiser éventuellement dans une fonction, peut-être le BTP par exemple, peut-être l'imprimerie, je ne sais pas. Enfin, ils vont verticaliser un petit peu, donc ce qu'on appelle verticaliser, c'est-à-dire venir préparamétrer les solutions et se spécialiser dans ces solutions-là. Et puis, il y a des intégrateurs aussi généralistes par rapport aux différents produits. Voilà un petit peu l'écosystème, c'est-à-dire quand vous allez rechercher une solution, vous allez regarder votre métier, vous allez trouver des solutions qui sont adaptées à votre métier. Moi, j'ai travaillé chez un éditeur intégrateur qui est à Tours et qui est spécialisé dans le papier carton et l'imprimerie. C'est son ERP, il est vraiment spécialisé dans cette industrie-là. Donc, si on est dans cette industrie-là, on va tomber forcément sur cette solution-là et on va avoir des solutions généralistes à côté. Donc, on va on va calculer ce qui nous convient le mieux par rapport à notre besoin. Voilà un petit peu cet écosystème. C'est pas facile de s'y retrouver. Le consultant indépendant, c'est assez rare parce que il faut bien comprendre que ça reste un système d'affaires derrière. Donc, les intégrateurs, s'ils sont partenaires avec un éditeur, bien forcément, il y a une notion de vente de licence
on va en parler du coup un petit peu plus tard, de vente de licence et donc du coup de rémunération éventuellement d'intégrateur, donc des fois des propensions à proposer une solution qui est la solution qu'ils intègrent, qu'ils mettent en place. Voilà. On fait un petit focus également alors sur on va dire, l'anti-ERP, parce que l'ERP n'est pas la seule solution pour gérer une entreprise. Depuis quelques années, émerge ce qu'on va appeler le best of breed. Juste avant, Pierre, si tu veux bien, juste Oui. avant, je prends Une question. la question de Denis, qui demande quels ERP sont en capacité de gérer des systèmes hétérogènes, type Office 365 et Nextcloud. Non, je comprends pas forcément l'hétérogène là par rapport aux deux produits cités, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des ERP du marché ont des interfaces avec Office, notamment pour gérer son calendrier, par exemple, pour récupérer les emails dans la solution. Nextcloud, c'est une solution d'hébergement. Donc là, on va peut-être parler plutôt de gestion électronique de documents. Là, voilà, c'est pareil. Est-ce que les ERP ont une solution d'interface? J'ai employé un gros mot. On a souvent des API dans les ERP. Donc, ce sont des solutions qui nous permettent de communiquer avec d'autres produits. Voilà. Mais la plupart des ERP généralistes sont capables de gérer ces systèmes hétérogènes. Sur les ERP verticaux, donc sur les ERP spécialisés métiers, c'est peut-être un peu moins le cas. Voilà. Mais je dis peut-être une bêtise là-dessus. En gros, de toute façon, ce qu'il faut se dire sur un ERP, c'est que il va couvrir, normalement aujourd'hui, la plupart des ERP couvrent 100% des actions de l'entreprise. Alors après, peut-être pas comme vous le faites actuellement ou pas forcément dans le flux métier exactement de la même manière, mais on va avoir tout l'éventail de choses que peut faire un collaborateur aujourd'hui dans l'entreprise. Il y aura forcément une solution qui existe dans l'ERP. Ok, bon, j'espère que Denis, ça répond à ta question. Sinon, n'hésite pas. Denis, Sinon, il faut pas hésiter à. Voilà. C'est une bonne transition vers le best of breed, en tout cas, la question. Ouais. Effectivement, pardon. Effectivement, oui, donc le best of breed, alors ça, c'est assez émergent, c'est l'anti-ERP. En fait, c'est que finalement, on va non pas prendre un ERP où on a des modules et une base de données commune, c'est qu'on va dire, OK, bah, je vais choisir le logiciel qui me paraît être le plus adapté dans chaque domaine. C'est-à-dire que je vais faire mon site internet avec WordPress par exemple. Je vais avec HubSpot faire mon CRM, Salesforce pour gérer pour faire ma gestion d'entreprise classique. Moi, je vais continuer à utiliser Excel pour certaines choses, ma gestion de projet avec Asana. Enfin voilà, chaque logiciel va être utilisé dans sa pleine puissance. Ça implique qu'il soit bien connecté. Donc ça entraîne d'autres inconvénients. Le RP en a aussi. Mais effectivement, Best of Breed, ça demande une connexion automatique entre ces logiciels grâce à une API qui va être obligatoire. Et c'est surtout qu'il faut que cette connexion, dans le temps, parce que chaque logiciel va avoir des mises à jour, chaque logiciel va avoir des fonctionnalités qui vont s'ajouter ou s'enlever. Et du coup, ça demande une maintenance et une mise à jour qui peut être assez importante pour que les flux continuent de bien se faire. Quelque chose à... Je vais rajouter quelque chose là-dessus. Ce slide peut faire peur et c'est volontaire par rapport à l'approche monolithique de l'ERP. Mais si je peux citer un petit exemple, souvent on le rencontre malgré tout et des clients viennent vers nous pour cela. C'est-à-dire qu'ils ont leur site internet avec un e-commerce. Ce e-commerce n'est pas interfacé avec leur outil de gestion de stock derrière ou mal interfacé. Et du coup, soit on vient renforcer l'interface parce qu'on veut garder absolument ce e-commerce-là, parce qu'il y a des problématiques de SEO, il y a des problématiques liées à cette solution-là. Soit on se dit, voilà, j'ai un ERP qui est un ERP étendu, qui sait gérer de la solution e-commerce. J'aurai pas de problématique d'interface parce que je vais être au même endroit et du coup, je remplace l'ensemble de la solution avec un monolithique. Voilà, donc on a vraiment
l'approche monolithique avec le RP, j'ai un seul et même outil qui vient tout adresser et ne pas avoir ces problèmes d'interface. Je pense que certains d'entre vous dans l'audience connaissent ce genre de problème avec des duplications de données. Voilà. Après, le best of breed a ses avantages pour aller chercher, par exemple, Salesforce qui est c'est discutable, mais on va le dire, voilà, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs CRM au monde. Voilà. Donc, si on veut absolument ça pour notre équipe commerciale, on va travailler derrière avec des interfaces. Et en même temps, si je peux me permettre un petit ajout, finalement, tout à l'heure, tu disais, Sébastien, 80-20. Voilà, faut plus considérer 80-20 que vraiment un truc absolu 100%. Donc, j'imagine que dans l'idéal, les 20%, faut aussi faire en sorte qu'ils puissent se connecter le mieux possible à l'ERP. S'ils sont isolés totalement, ça va poser des problèmes parce que voilà, il y a des murs et la donnée va pas parler. Etc. Il va y avoir des grosses ruptures dans les flux, etc. Donc finalement, on se rapproche, même avec le 80-20, d'un modèle un peu hybride, où on va aller chercher des petites briques complémentaires, peut-être spécifiques à la verticale métier, à je sais pas, voilà. Ouais, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, à part des startups qui démarrent, un conseil comme un autre, mais rares sont les entreprises qui aujourd'hui sont à 100% ERP. Il y a toujours ce système hybride. Par contre, ne sont pas rares les entreprises qui, avec ce système hybride, ne sont pas interfacées entre les différents systèmes. Et c'est là où les problèmes commencent, hein, clairement. Parce qu'on se retrouve avec une double base client, on se retrouve avec, avec plein de choses. Voilà, on est allé chercher un ERP métier parce que ça répondait très bien à notre production industrielle, par exemple. À côté, les commerciaux, il n'y avait pas vraiment quelque chose en termes de CRM là-dedans. On est allé chercher une bonne CRM pour associer les éléments, mais ça communique pas. Donc c'est une personne qui manuellement, généralement l'ADV, qui fait le maintien des données, ce qui n'est pas très simple. Voilà. Donc là, l'approche best of breed, on peut y aller. On y va de toute façon indirectement, mais il faut bien rendre robuste notre interface entre les logiciels. C'est très important. Et pour donner un autre argument aussi à l'ERP, quand l'entreprise grandit, former quelqu'un à l'utilisation du logiciel au quotidien, c'est du temps de formation. S'il n'y a qu'un seul logiciel principal à prendre en main, ça reste toujours plus intuitif et plus facile que de devoir passer à 1, 2, 3, 4 solutions éventuellement qui sont utilisées au quotidien. Donc voilà, pour l'intégration d'un nouveau collaborateur, d'un nouvel utilisateur, c'est toujours intéressant et un peu plus simple quand il y a qu'une solution, principale en tout cas. On va Top là-dessus, ouais, on va passer à quelque chose qui fâche, non? Implémentation et coût. En gros, l'aventure commence à ce moment-là. Donc, on a un peu dégrossi le sujet. Les étapes qui arrivent ensuite, ou en tout cas les étapes auxquelles il faut être préparé, puisqu'on n'est pas rentré dans le détail sur l'implémentation. Mais ce qu'il faut connaître, c'est implémenter un ERP, c'est un marathon. C'est quelque chose qui se fait sur la durée. C'est pas du jour au lendemain, on claque des doigts et on a un nouvel outil qui est fonctionnel. Donc il y a un temps de préparation, il y a un temps d'implémentation, il y a un temps de formation et de prise en main qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut également savoir que ça va mobiliser les collaborateurs pendant un temps, et que ce soit pour la formation, que ce soit pour apprendre à l'utiliser ou pour expliquer et mettre sur le papier leur flux métier. Donc, c'est vraiment un projet d'entreprise qui mobilise tout le monde. Et puis, quelque chose qui est important, mais qui est un peu moins palpable, c'est il y a des phases émotionnelles dans l'implémentation d'un ERP. C'est comme tout nouveau projet, quand on le lance, qu'on se dit, bon, je vais lancer mon nouvel ERP, j'y vais. On est assez excité, on est content. Et puis, au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois, le temps passe. On se dit, tiens, c'est long. Donc, la déception un petit peu arrive. On se dit, tiens, c'est toujours pas là. Et puis, ça demande du travail au quotidien. Voilà. Donc, cette phase-là, on sait que dans l'implémentation d'un ERP, il faut l'avoir en tête, où ce temps qui est long, puisqu'un projet d'ERP, c'est entre 6 mois et 18 mois en moyenne.
moyenne, selon la taille de la structure. Entre le moment où on commence à y réfléchir et où c'est fonctionnel, voilà, ça peut être assez long. Bien. Alors, juste pour ces phases émotionnelles, vous rechercherez pareil. C'est ce qu'on appelle la courbe du déni, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà, on passe par vraiment les petits smileys là qui s'affichent. Pour l'anecdote, je suis en plein dedans avec un démarrage d'un client là. Ça fait une semaine qu'on a démarré. Bon, bah voilà, on est dans la phase un petit peu compliquée, mais c'est là où dans l'implémentation, les intégrateurs sont réactifs et sont présents pour pouvoir épauler les équipes dans cette phase-là. On va regarder un petit peu l'implémentation au niveau des différents. Voilà, donc en gros, on a mis des targets un petit peu, des objectifs dans l'implémentation de l'ERP. Déjà, ça va être de définir la méthode. Est-ce qu'on fait une approche, donc ce qu'on appelle Big Bang, ou un peu plus agile, dans le sens où est-ce qu'on change tout du jour au lendemain, ou est-ce qu'on fait une implémentation par module? Donc, on va par exemple d'abord commencer par gérer sa facturation, puis ensuite, une fois qu'on aura commencé à prendre le logiciel en main, gérer pourquoi pas ses stocks. Et demain, donner la possibilité à la partie production d'avoir cet outil. Voilà. Les deux implémentations existent. Ça va dépendre vraiment de chaque type de structure et des objectifs de chacun. On va choisir le RP. Donc ça, c'est pareil. C'est un travail où une fois qu'on a vraiment repéré ses objectifs et les livrables qu'on souhaite, il va falloir faire un choix. Donc il va passer par il y a différentes choses qu'il va falloir prendre en compte, que ce soit les coûts, le temps d'implémentation, l'intégrateur. Enfin voilà, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte. Et il faut le voir surtout comme un vrai projet d'entreprise. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez tout seul, 2, 3, 10, 20, 30, c'est un vrai projet qui va mobiliser de toute façon à un moment donné tous les parties prenantes de l'entreprise pour intégrer ce nouvel outil. Et du coup, comment vous identifiez les facteurs de risque lors de l'implémentation? Parce que vous l'avez dit, c'est généralement assez long, il faut compter, environ 1 an, ça peut être plus, ça peut être moins selon la complexité du projet. Il peut se passer plein de trucs dans la vie de la boîte. Le référent, peut partir ou être absent à un moment donné. Mmh. Il peut y avoir un désaccord sur tel ou tel, aspect, opérationnel. Il peut y avoir, je sais pas, peut-être de la déception à un moment donné sur des features dont on a du mal à se servir. Voilà, qu'est-ce qui fait que ce marathon justement va se poursuivre et qu'on s'arrête pas au kilomètre 14, quoi? L'entraînement. Alors oui, enfin, sans vouloir être voilà, mais faire la comparaison, mais c'est l'entraînement. Alors là, pour le coup, c'est souvent l'entraînement. C'est pas l'entraînement côté entreprise, c'est l'entraînement de la personne qui va vous accompagner dans ce chemin-là. Donc c'est le coach en fait, hein, comme le marathon. C'est avec un coach, logiquement, votre marathon, vous avez plus de chances de le réussir. Et ce coach-là aujourd'hui, c'est l'éditeur intégrateur. Soit l'éditeur, soit l'intégrateur, en fait, c'est des personnes qui ont l'habitude, qui ont cette expérience d'implémentation, qui savent, justement, on vient d'en parler, des phases qui sont un peu complexes, qui savent vous conseiller sur le fait que est-ce que on peut faire un Big Bang ou est-ce qu'on peut faire une agile. Ça dépend, tous les ERP ne s'y prêtent pas, donc sur la partie agile. Et puis, on va savoir vous alerter, en tout cas, moi, c'est les choses que je fais également, vous alerter sur le fait que ce projet-là n'est pas considéré comme un projet d'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'implication de la direction générale, par exemple. Sans implication de direction générale d'une entreprise, alors là, je parle de sociétés plutôt PME, un petit peu grandes, mais même du simple gérant pour une entreprise de 10 personnes, si la personne à la tête de l'entreprise ou à la tête des décisions qui impulse la vision n'est pas convaincue de la solution, on part un petit peu en échec avec ce produit-là. C'est je démarre le marathon, mais on se dit je vais pas y arriver. Quoi. Voilà, donc l'intégrateur aujourd'hui dans cette cible-là, dans les listes, c'est vraiment la personne clé.
Et il n'est pas rare de voir des projets où l'intégrateur change, hein, parce que ça se passe mal dès le départ. On ne change pas forcément de logiciel, mais on change d'intégrateur. Oui, et une chose sur le référent au sein de l'entreprise. Donc, le référent, c'est une personne qui doit avoir déjà une bonne communication avec tous les services. C'est une personne qui, une fois que l'ERP sera implémenté, sera là un petit peu en support au début, pour la prise en main, pour dire, bon, tiens, OK, fais comme ça. En fait, faire un peu le suivi de la formation et de la bonne intégration de l'ERP dans l'entreprise. Donc, il faut choisir quelqu'un qui sera capable de mener ce projet, que ce soit de la phase d'audit pour récupérer un petit peu les flux métiers, jusqu'à la phase d'implémentation et de formation qui prend du temps aussi. C'est un couple qui se forme dans une aventure de mise en place de ERP. Hein. Le référent côté entreprise et l'intégrateur, généralement le chef de projet de l'intégrateur. Voilà, ces deux personnes-là doivent s'entendre extrêmement bien. Et en effet, le référent sur site, en tout cas, c'est peut-être pas la personne la plus forte techniquement, mais en tout cas, c'est la personne qui est leader et qui est écoutée par les équipes, qui a cette capacité d'avoir ce positivisme. Alors souvent, les référents, on a des DAF, des responsables qualité, des responsables de production ou autres. Et on va voir dans les coûts que la difficulté du référent, c'est qu'il a son business as usual, comme on dit, à gérer à côté de l'implémentation de l'ERP, et c'est pas simple. Il va, voilà, un référent qui va aider à la mise en place d'un ERP côté client va avoir de belles semaines devant lui de temps de travail. On va regarder du coup maintenant les différents coûts qu'il faut prendre en compte, parce qu'ils sont multiples. On a défini finalement deux coûts, des coûts directs et des coûts indirects dans l'implémentation d'une solution ERP. Donc, il y a des coûts qui sont facilement mesurables. Ça va être le coût d'hébergement, s'il y en a, les licences utilisateurs. Donc, chaque licence peut être, il y a différents fonctionnements au niveau des ERP, donc c'est quelque chose qu'il faut être capable de comparer. L'intégration, qui a un coût, éventuellement le développement spécifique, s'il y en a, si besoin est, et la maintenance de l'outil, puisque l'outil, il va falloir le mettre à jour, va falloir en tout cas accompagner les flux métiers dans ces mises à jour. Donc tout ça fait l'objet d'une certaine maintenance. Pour juste parler pour la maintenance, en fait, juste un petit apport, enfin, c'est le communément admis aujourd'hui. Un cycle de vie d'un ERP, hein, quand on le met en place dans une entreprise, c'est environ 7 à 10 ans. Voilà, donc quand on met en place le logiciel, forcément, sur 7-10 ans, il se passe beaucoup de choses. Donc, il faut intégrer cette partie-là de coûts de maintenance annuels, à la fois sur le logiciel pour faire les mises à jour, mais à la fois aussi pour faire progresser l'entreprise avec l'ERP. L'ERP devient votre outil principal, donc il faut comprendre cette partie-là. Et souvent, on va parler de ce qu'on appelle le TCO, donc le Total Cost of Ownership, donc en fait votre coût de maintien en opération de votre ERP. Donc ça, c'est le direct, c'est facile à trouver en effet. Voilà. Mais il y a de l'indirect. Il y a des coûts indirects. Alors, Pierre, avant que tu développes les coûts indirects, parce que là, bon, on a vu des facteurs de coûts, mais il n'y a pas de chiffres. C'est quoi les ordres de grandeur? Et ne me dites pas, il y a de tout, ça peut aller du simple au quintuple. Moi, je peux les donner, les ordres de grandeur, si tu veux, Pierre. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Aujourd'hui, sur les licences, et vous allez voir, c'est large. Hein, on va parler en pourcentage. Sur les licences, on est généralement entre 15 et 50%. Ça va dépendre de cette partie-là. Le matériel, entre 10 et 20%. Matériel, hébergement. Cette partie-là, licence et hébergement, aujourd'hui, je dirais une bêtise en disant 100%, mais aujourd'hui, on est en mode SaaS, donc en software as a service au niveau de la partie ERP. De plus en plus, la pandémie a aidé là-dessus. Donc du coup, licence hébergement, tout est intégré dans un coût par mois. Sur l'intégration, on va être entre 35 et 80% du prix. Ça va dépendre de
de toute la partie spécifique que l'on va avoir là-dessus, de toute la partie formation. Est-ce que la personne qui est chez le client peut prendre en charge une bonne partie des formations? Donc c'est plus simple côté de ce côté-là. Et sur la maintenance, généralement, c'est entre 15 et 20% du prix, c'est-à-dire 15 et 20% chaque année en fait de notre prix d'implémentation qu'il faut prévoir au niveau du coût. Voilà. Après, si on veut parler de chiffres de RP, enfin, ça va de 40 000 jusqu'à plusieurs millions d'euros sur des mises en place. Ça répond à ta question, Guillaume? Ouais, j'imagine. Après, si dans les auditeurs, il y a des questions, je vous laisse les poser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait bien que c'est un vrai budget. Je pense qu'il faut pas, voilà, faut bien peser en amont les avantages, les inconvénients. Parce que oui, gagner du temps, gagner en performance, éviter les doublons, tout le monde l'aimerait bien. La question, c'est à quel prix et avec quelles contraintes derrière, parce qu'il y a effectivement le prix et puis il y a aussi le prix facial, hein, les coûts directs, et puis il y a ce dont tu vas parler juste après, c'est-à-dire les coûts indirects. Et je pense que tout à l'heure, vous parliez de la dimension psychologique de ce genre de projet. Je pense qu'il y a, au-delà du facteur prix, il y a les inconnus qu'on va traverser dans un projet comme ça. Je pense que la plupart des personnes que vous accompagnez ne sont pas des techniciens, même si vous avez parfois des techniciens en contact, les gens qui vont bénéficier du service et les décideurs sont rarement des techniciens. Et donc, sauf à avoir conduit des projets IT par le passé, ça peut être difficile pour eux d'évaluer le risque et d'éviter qu'il y ait des zones d'ombre. Après, j'imagine que c'est aussi le boulot des intégrateurs de. C'est le rôle de l'intégrateur. Ouais. C'est le rôle d'un intégrateur déjà de préparer, de donner conscience à son client du temps que ça va prendre, de l'accompagnement que ça nécessite. Et c'est aussi le rôle de l'intégrateur de mesurer en amont du projet le gain qu'il va y avoir. Parce que c'est des choses qui aujourd'hui se mesurent, qui font partie pleinement du travail du consultant ou de l'intégrateur. Hein. Vraiment de mesurer, de dire, OK, une fois que cette solution-là sera mise en place, ça va coûter tant, mais vous allez économiser tant. Je vulgarise un peu la chose, mais finalement, c'est son rôle de fixer ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut se vérifier, vous, dans les projets que vous avez vus, vous avez accompagnés. Il y a vraiment, dans la phase après, on peut évaluer les gains. Il faut mettre en place les mesures. Si on ne met pas en place les mesures, c'est comme tout. Hein, voilà, voilà. Et c'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement. Il y a des personnes qui se posent pas la question sur le RP parce qu'ils sont habitués, parce que c'est pas une nouvelle boîte qui se crée ou un nouveau directeur général ou autre qui est habitué et qui connaît ces gains-là parce qu'il a connu par ailleurs. Donc là, il y a même pas de question qui se pose parce que il va pas refaire le calcul. Maintenant, nous, à nous intégrateurs, de commencer à mesurer et de proposer ces mesures-là. En fait, ça va être tous les indicateurs liés à l'ERP. On arrive souvent et très facilement à retrouver la mesure d'une efficacité de tâches administratives. Hein. Souvent, c'est cette partie-là qui est assez facile à récupérer. Ok, super. Pierre, je te laisse du coup. Yes. Du coup, on va terminer. On termine sur les coûts indirects. Il y a des coûts qui sont difficilement mesurables. Ça va être déjà le temps que les collaborateurs vont passer sur la mise en place du projet. Parce que ce temps qui passe à participer à l'implémentation de l'ERP, c'est du temps qu'ils ne passent pas dans l'entreprise à travailler sur leurs autres tâches. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut avoir confiance. Ensuite, il y a le temps de la formation. Donc, on peut mesurer les jours de formation, mais c'est plus le temps de formation et le temps de prise en main est un peu lié. Mais c'est tout ce temps où ils vont perdre un peu de temps à remodeler, à refaçonner leur façon de faire au quotidien. Voilà, qui peut être au début un peu chronophage s'il y a une mauvaise préparation sur ces tâches-là. Et il y a aussi autre chose, c'est l'adhésion que les employés vont avoir pour le projet. Si on prend une personne qui est là depuis 30 ans dans l'entreprise, qui a l'habitude de fonctionner chaque jour
depuis 30 ans de la même manière. Si on vient du jour au lendemain, elle est à la retraite dans 3 ans, on vient du jour au lendemain lui dire, bon, bah tiens, à partir de maintenant, tu vas complètement changer tes habitudes, bah, il peut y avoir une certaine frustration, il peut y avoir certaines réticences. Et ce temps-là aussi, c'est du temps, le temps de convaincre ces personnes au sein de l'entreprise, c'est du temps c'est un coût qui est difficilement mesurable, mais qui existe aujourd'hui dans chaque société. Il y a forcément d'où l'importance d'une bonne préparation et de faire participer l'ensemble des collaborateurs au projet pour qu'ils soient acteurs finalement de la solution et pas qu'ils la subissent au moment où elle est implantée. Voilà, bon, ça conclut un peu cette partie coût et comme, enfin voilà, on va partir sur des notes positives. Hein. C'est vrai que ça peut partir, ça peut paraître un peu lourd et un peu compliqué. Voilà, il faut juste en avoir conscience sur cette partie-là. Maintenant, c'est rien d'impossible. Il y a quelque chose on le voit souvent, mais par exemple la reprise des données. Voilà, aujourd'hui on a plein de systèmes dans tous les sens, on a des données dans tous les sens. On a besoin de les intégrer dans le nouvel ERP. Bah ça, on a beau automatiser au maximum, hein, c'est notre job chez chez les intégrateurs. On peut pas décider à votre place sur des données qui sont à remonter ou pas à remonter. Donc là, c'est du temps indirect côté utilisateur, mais il faut voir le bon côté des choses là-dessus. On a de la donnée beaucoup plus pertinente et on va dire qu'on est conforme à RGPD logiquement avec ce genre de choses. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est des travaux que de toute façon, on a besoin de faire dans une entreprise. Donc, et il faut vraiment comprendre qu'un ERP, c'est un projet. On parle souvent de projet. La personne qui va intégrer l'ERP chez vous, c'est un chef de projet. Voilà, donc il faut vraiment le voir comme la construction d'une maison. Hein, c'est exactement la même chose. On a un maîtrise d'œuvre, ouvrage, en tout cas, qui intervient là-dessus. Voilà pour ce guide. Merci Sébastien, merci Pierre pour ces explications très claires, très pédagogiques et en même temps complètes. C'était pas évident de vulgariser un sujet aussi technique. Je pense qu'on peut vous retrouver assez facilement, notamment sur LinkedIn, hein, et puis peut-être pour ceux qui veulent vous rencontrer, Pierre, tu es à Orléans et Sébastien, tu es à Tours. C'est ça. Donc vous êtes des Exactement. grands représentants de la diversité géographique de notre communauté. Merci encore à tous les deux pour la suite. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Mélanie qui est la fondatrice de Colibri Intergénération et qui va nous expliquer comment on convainc ses premiers clients. Je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et donc, je vous attends nombreuses et nombreux jeudi prochain, 11h30, en live. Merci et très bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci bien. Merci.